Bienvenue à toutes et à tous au Forum 1557, organisé par le Syndicat industriel des travailleurs et travailleuses de Montréal. Et dans le fond, le 1557, c'est pour 15 de l'heure, 5 semaines de vacances par année, puis 7 jours de maladie. Ce forum va proposer un panel où plusieurs personnes présenteront les différentes facettes de cette lutte, soit l'aspect économique, le vécu des travailleurs et travailleuses au salaire minimum, une analyse féministe, ainsi que l'expérience de lutte aux États-Unis. Pour l'instant, ce panéliste-là est pris à la frontière, mais on espère qu'il va avoir la chance d'arriver. Donc, sans plus attendre, je vous présente les panélistes qui interviennent ce soir. On va commencer avec Kim Bouchard, du mouvement Action Chômage. Bonjour Kim. Par la suite, on laissera la parole à Jacques Fontaine, du syndicat des employés de la Société du Vieux-Port, qui se fera souffler les réponses par Alexandre également. Ensuite, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants-immigrantes, sous la personne de Moukala Kaseka. Il y aura une personne de l'IRIS, Mine Nguyen. Et puis, on attend toujours une personne qui est pour l'instant coincée à la frontière, Daniel Krupp, du groupe 15 No, qui a mené et gagné certaines campagnes pour le 15 $ de l'heure aux États-Unis. Et on terminera avec une personne du IWW Montréal, en la personne de Morgane. Je vais commencer par laisser la parole à Kim. On me dit que j'allais parler à une gang de convaincus ce soir et de ne pas m'énerver avec ma présentation. Donc, on m'a demandé de casser la glace. On m'a approché en me demandant de vous parler finalement de femmes et de précarité. Donc, je m'éloigne peut-être un petit peu de la perspective féministe de l'analyse du 15$ de l'heure, 5 semaines de vacances par année et puis du 7 jours de maladie payée. Donc, moi, je suis ici pour réfléchir à la place des femmes dans le marché du travail, peut-être aussi pour soulever, identifier des enjeux spécifiques et des défis auxquels les travailleuses sont confrontées. Puis d'entrée de jeu, j'aimerais ça commencer en vous faisant un extrait de l'intervention de Lucy Parson, une anarchiste américaine qui a participé à la fondation des IWW. Donc, en mai 1885, en parlant au nom des femmes, cette dernière nous disait « Nous sommes les esclaves des esclaves. Nous sommes exploités plus férocement que les... » C'est-tu moi où il y a du rebound un peu? Un petit peu, hein? Faut-tu que je m'éloigne? Faut-tu que je fasse de quoi? Je veux que ça, tu sais. OK, donc, nous sommes les esclaves des esclaves. Nous sommes exploités plus férocement que les hommes. Chaque fois que les salaires sont revus à la baisse, la classe des capitalistes applique les réductions sur le dos des femmes. C'est pas pire, là, le rebound est parti. Donc, plus de 100 ans plus tard, moi, je me questionne. Est-ce que cette intervention-là est toujours d'actualité? Moi, je pense que oui. On est dans une ère d'austérité et de rigueur budgétaire. Et puis tout ça, tant qu'à moi, ça témoigne du mépris du gouvernement envers le travail des femmes qui, de toute façon, on le sait, ce travail-là peut très bien être fait gratuitement. Qu'est-ce qu'on entend par travail des femmes? On sait que majoritairement, les femmes occupent les emplois en éducation, en santé, services sociaux, en relations d'aide, dans les restaurants, n'importe quoi. Donc, en ce moment, la privatisation opérée dans les services publics par le gouvernement a des conséquences directes sur les conditions de travail des femmes. Juste un exemple que j'aimerais partager avec vous. Les aides domestiques. Les aides domestiques, auparavant, c'était des femmes syndiquées, des femmes qui avaient des conditions de travail protégées. Donc, on parle de congés de maladie, on parle de vacances payées aussi, on parle d'horaires de travail fixes. Donc, le gouvernement, lui, se dit, OK, on va aller couper là-dedans, on va aller mettre ça au privé, on va laisser ça aux entreprises d'économie sociale. Ces femmes-là qui étaient payées auparavant 24$ de l'heure sont rendues à du 12$ de l'heure. Puis on s'est dit, OK, on va faire des économies. Pourquoi payer des femmes à rien faire? Donc maintenant, les femmes ne sont plus engagées directement par le CLSC. On donne des subventions aux usagers directement pour qu'ils puissent faire venir une aide domestique à la maison qui va s'occuper de leur hygiène, qui va s'occuper de la nourriture, qui va s'occuper du ménage. Donc disons, si moi, un matin, j'ai un client à 8 heures, je fais ma petite affaire. Ensuite de ça, mon prochain est à 1 heure. J'ai plus d'horaire de travail stable. On arrive avec des horaires de travail... finalement, qui sont... les temps morts sont maintenant assumés par la salariée. Donc, toutes les compressions au niveau des services publics attaquent directement le travail dit des femmes. Donc, prenons soin de nos proches, prenons soin de nos enfants. On peut en profiter. Il y a du monde qui sont prêts à le faire de façon plus ou moins gratuite. Donc, c'est pas une grosse nouvelle. La place des femmes sur le marché de l'emploi est dictée par nos construits sociaux.
Donc, depuis notre naissance, on nous apprend, nous, à aller vous occuper des gens, vous êtes responsable de l'éducation et tout ça, c'est bien rentré dans notre tête. Qu'est-ce que ça a, ça, comme impact? Ça a comme impact que les femmes vont se retrouver à devenir des proches aidantes, ou encore les femmes vont se retrouver à devenir chefs de famille monoparentale. C'est donc elles qui vont éduquer les enfants, c'est elles qui vont prendre soin des personnes qui sont dans des situations de détresse. L'impact de ça, c'est directement sur le temps qu'on peut mettre pour occuper un emploi salarié. Puis ça fait partie d'une de mes critiques concernant le salaire minimum. Parce que pour moi, d'entrée de jeu, la pauvreté chez les femmes qui se retrouvent au salaire minimum, parce qu'on sait que les femmes occupent le 2/3 des emplois au salaire minimum. Dans ces emplois occupés-là, ils sont majoritairement à temps partiel. Mais pourquoi les femmes font ces choix-là? Il y en a certaines qui n'ont pas trouvé d'emploi à temps plein. Il y en a d'autres que c'est des choix personnels, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça inclut. Mais oui, il y a une grosse portion de femmes qui ont des responsabilités familiales qui leur incombent et qui vont accomplir de façon gratuite, par altruisme, parce qu'on leur a dit « votre rôle, c'est de faire ça ». Donc, ce que je veux dire, c'est que la pauvreté chez les femmes ne résulte pas simplement de la volonté de l'individu. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'elles ne sont pas capables de fournir la même prestation de travail. Puis moi, quand on parle de salaire minimum, c'est qu'on laisse supposer qu'en haussant le salaire minimum à 15$ de l'heure, on transfère le problème de pauvreté de façon individuelle. On dit, OK, si tu es capable de travailler, disons, 37h30, puis ça va être intéressant de t'entendre parler sur ça. L'analyse de l'IRIS nous dit 15$ de l'heure à 37h30 semaine va permettre aux gens d'avoir un revenu viable. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait quand que ce 37h30 semaine-là n'est pas accessible aux femmes parce qu'elles occupent d'autres tâches non rémunérées? Ou, en ce moment, comme on voit, les tâches de femmes, sont dévaluées. On sait que ça ne vaut pas grand-chose. Ce qu'on peut faire, tout le monde peut le faire, là. Donc, pour moi, un des problèmes avec le salaire minimum, c'est qu'il repose sur la capacité individuelle des femmes à assurer leur propre niveau de vie. Puis pour moi, comme conséquence à ça, ça occulte en grande partie la réalité du travail des femmes et leur exploitation. Quand on parle de lutte à la pauvreté et à un niveau de vie décent, il faut s'assurer que les femmes possèdent la liberté nécessaire pour faire des choix qui leur conviennent et que ce n'est pas juste des considérations économiques. Souvent, on peut parler aussi du RQAP. C'est le régime québécois d'assurance parentale. Donc, on est heureux. Maintenant, la couverture, quand on s'absente pour s'occuper de notre enfant qui vient de naître, est rendue à 75% de notre salaire ou 70%, dépendamment du régime qu'on prend de la durée de notre congé. Mais souvent, qui va prendre le congé? Oui, majoritairement, ça va être des femmes. Et pourquoi? Il y a aussi le fait que les femmes ont un salaire horaire moins élevé que les hommes. Donc, tant qu'à sacrifier un salaire, on va laisser monsieur travailler à temps plein, ramener le plein salaire à la maison. Puis madame qui gagne déjà moins, coudonc, elle vivra avec les restes. Donc, pour moi, c'est important, le choix d'une femme de travailler à temps plein, de faire son 37h30 semaine, ne devrait pas être imposé par des rôles sociaux qui nous prédisposent à occuper ces fonctions-là. Puis aussi, faudrait... ça serait le fun qu'il y ait moins d'écart salarial, finalement. Il me prend une petite gorgée. OK. Donc, finalement, pour moi, pas finalement, j'ai pas encore fini, mais le salaire minimum, pour moi, c'est une réponse individuelle à un problème collectif qui masque les inégalités entourant l'accès non pas au marché du travail. Parce qu'en ce moment, on le sait, le marché du travail, ça va bien. 50% de la population active est composée de femmes. Donc ça, ici, on peut parler d'une belle égalité formelle, mais l'égalité réelle, c'est quel type d'emploi qui est occupé par les femmes, et puis c'est quoi les conditions de travail qui entourent ces types d'emplois-là. Donc, il faut en tenir compte. Donc, on sait, les femmes travaillent moins d'heures que les hommes, les femmes sont payées moins cher de l'heure que les hommes. Donc, pour contrer la pauvreté chez les travailleuses, les moyens qui permettent une lutte collective, pour ma part, semblent plus appropriés que simplement hausser le salaire minimum. Ici, j'entends, il faudrait peut-être parler de les taux des services de garde, l'accessibilité des services de garde, le logement abordable, le transport en commun, l'accès aux services sociaux, aux soins de santé, l'accès à l'éducation. Pour moi, c'est le véritable moyen de sortir de la pauvreté, tout aussi en faisant
Donc oui, une lutte au salaire minimum, c'est important, mais ça ne permet pas à quelqu'un qui fait du 15 heures semaine de vivre dignement. Donc, améliorer la qualité de vie des femmes, c'est pas juste une question de taux horaire. Les politiques sociales qui sont adoptées par nos gouvernements doivent tenir... Il me reste 2 minutes. Hey, ça sera vrai. OK, non, mais c'est bon, j'allais aborder l'assurance chômage en tant qu'exemple de c'est important de prendre en compte la réalité du monde du travail des femmes, sans quoi on perpétue des injustices. Pour ceux et celles que ça intéresse, on va faire une belle soirée le jeudi 17 mars au Mouvement Action Chômage. On va vraiment parler de ça en profondeur. Donc, c'est une soirée sur les thèmes de femmes et l'assurance emploi, une lutte pour la reconnaissance de l'égalité parce que ce régime-là perpétue des discriminations sexistes à l'endroit des femmes. Donc, par exemple, depuis 1996, pour devenir admissible aux prestations, on a passé d'un système qui était basé sur les semaines travaillées plutôt que sur les heures, comme c'est le cas actuellement. Donc, avant, une semaine de travail, ça commençait à 15 heures semaine. Donc, une femme qui travaillait 20 semaines à 15 heures semaine se qualifiait pour des prestations. Aujourd'hui, la même femme qui travaille 20 semaines à 15 heures fait seulement 300 heures. 300 heures, c'est trop peu pour se qualifier. Dépendamment du taux de chômage, c'est entre 420 et 700 heures. Donc, les femmes qui travaillent à temps partiel se retrouvent exit d'un système. Elles payent des cotisations, mais ne seront jamais couvertes en cas de chômage. Ensuite de ça, d'autres anomalies qui découlent du fait de faire des systèmes fondés sur une réalité du travail typiquement masculine. Je peux parler de l'emploi convenable. La réforme Harper en 2012, dont plusieurs ont sans doute entendu parler. On s'est dit... On va dire aux chômeurs comment chercher de la vraie job. On a fait 3 catégories de chômeurs, le travailleur de longue date, le prestataire fréquent et le prestataire occasionnel. Les femmes, de par leur lien avec le marché de l'emploi, se retrouvent souvent à le quitter, à revenir et tout ça. Donc, ils sont souvent classés en tant que prestataire occasionnel. Dans ce cas-là, après environ 8 semaines, 6 semaines plutôt, on va dire à ces femmes-là, une job convenable pour toi, c'est une job à 30% de ton salaire de référence. Donc, déjà que les femmes gagnent moins cher, si en plus on lui met une pression pour lui dire, si tu veux tes prestations d'assurance chômage, trouve-toi une job à 30% de moins de l'heure, c'est pas long que le salaire minimum devient la réalité pour toutes ces travailleuses-là. Donc, pour ma part, je pense que c'est important de tenir en compte les conditions de travail des femmes quand on veut parler de protection de la pauvreté, puis tout ça, puis j'ai pas mal fini. Hein? Mais non, je peux te faire une conclusion avant, me semble? Oui. OK. En conclusion, l'accès au travail demeure un acquis fragile, tant par la dégradation des conditions de travail dans les emplois à prévalence féminine que par l'absence d'une véritable protection dans l'accommodement du travail des femmes et de leurs responsabilités personnelles qu'elles ont à assumer. Donc, 15$ de l'heure, c'est véritablement le minimum pour sortir des travailleuses de la pauvreté. Mais je pense qu'il y a des mesures comme le 5 semaines de vacances payées et les 8 jours de maladie, c'est vraiment, ça peut s'appliquer à tout le monde, au temps partiel, tout ça. Donc, je pense que c'est important de tenir en compte que c'est forcer, mettons, des femmes à faire du travail à temps plein, là. Ce que ça a comme conséquence aussi pour moi, c'est que les tâches domestiques à la maison ne sont pas faites. Ça fait que, bon, le ménage, s'occuper des enfants et tout ça, ce genre de job-là, et dans plusieurs cas, s'il n'est pas fait, il faut que quelqu'un le fasse. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On engage souvent des femmes immigrantes en dessous de la table pour venir nous donner un petit coup de main là, à la maison. Tu sais, c'est pas grave, tu vas faire mon ménage, je vais revenir à la maison, je vais me reposer, puis je vais être relax. Donc, la libération des femmes par le travail entraîne aussi une autre forme d'exploitation des femmes immigrantes, puis ça, je pense que c'est important de le dénoncer. Puis je pense pas que la solution pour sortir de la pauvreté, c'est de forcer les femmes à travailler davantage, mais plutôt de les accommoder dans ce qu'elles font déjà.